Monsieur! Ah! Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. Je ne suis pas un mannequin. Non, je suis là pour une émission. Oh là là, et voilà, il est parti. Ça fait 3 mois que je suis là, et puis le confinement venant, tout le monde m'a oublié, toutes mes équipes sont parties. Bon, on va quand même faire le lancement de ce nouveau documentaire. Chers amis d'Aiolfi.com, bonjour. C'est en direct des vitrines du musée MM Park. On ne peut pas faire plus en direct que je ne le suis là. Que je vous présente ce deuxième documentaire consacré à notre vente aux enchères, qui aura lieu très bientôt, des réserves de ce musée. Aujourd'hui donc, nous allons vous proposer de découvrir d'autres véhicules d'exception, ainsi que des armes d'exception, et une petite visite dans ce musée vraiment mythique. Si vous repassez par le musée MM Park, peut-être me trouverez-vous encore dans cette vitrine si personne ne vient m'en relâcher. En tous les cas, je vous invite à venir nous voir très très vite. Donc, vous qui pouvez vous promener dans ce musée, je vous invite à y aller et nous partons maintenant. Il n'est pas dans le vide-poche, Didier! Où est-il? Oh putain, le dérapage! C'est extra! C'est extra, mais on n'entend rien! Ah, apparemment, il y a peut-être un problème de batterie. Je suis pas loin de penser qu'il leur ferait bien volontiers, ce coup-là. Ah, vous voilà. Vous vous demandez bien dans quel véhicule vous vous trouvez. Un petit indice. Vous n'auriez pas été forcément bien dans vos bottes face à ce véhicule blindé dans la bataille de Berlin en avril 1945. En tous les cas, je vous laisse le découvrir dès maintenant. Cet engin, c'est un char Su-100. C'est un char conçu durant la Seconde Guerre mondiale par l'armée soviétique sur le châssis du T-34, du célèbre T-34. Qui a évolué d'ailleurs tout au long de la guerre. La première évolution du T-34, c'est un canon de 85 mm. À l'origine, c'était un 76 mm. Celui-là, il n'a pas été massacré. Hein. C'est des toutes petites, c'est des soudures très propres, assez discrètes. Il n'y a pas de grosses entailles au chalumeau. Il ne manque pas de pièces. La culasse est présente. Il a été neutralisé proprement, quoi. Ah, c'est bien ça c'est bien. Cet engin est conçu un petit peu pour faire comme les Stug allemands. C'est-à-dire, c'est un châssis de char sur lequel on met un canon sur lequel il y a peu de débattement, mais qui est spécialisé dans la recherche des chars ennemis. Donc, cette version, c'est la dernière, juste à la fin de la guerre, avec un canon de 100 mm. 3 mètres. Oui, donc on est hors gabarit, donc, mais ne serait-ce que par le poids, de toute façon. Hein, on est... Déjà à 6 mètres avec la caisse. Cet engin a été certainement est sorti des comptes de l'armée des armées du pacte de Varsovie à la fin des années 80, certainement au moment de la chute du mur. Donc tous ces engins-là qui étaient obsolètes à cette époque-là ont été revendus, détruits, fondus. Et donc un certain nombre ont été quand même récupérés par les collectionneurs, dont celui-ci. Et c'est un engin qui n'a pas tourné depuis de nombreuses années, donc il est complet, potentiellement tournant. Mais avant de mettre le moindre coup de démarreur, effectivement, il y a un grand nombre de vérifications à faire avant de démarrer. C'est un peu grippé aussi. WD-40, priez pour nous. Là, on voit la rampe d'injection. Il y a ici. Et puis le tube. Et 3 mètres 20 encore avec le canon. On a plus de lâche-tête.
Voilà, alors vous voyez, Didier est là. Ah non, il n'est pas là, il est là, Didier, il est là. Donc, en fait, ce musée, il a quelque chose de particulier aussi, c'est que c'est pas qu'un musée, c'est pas qu'un aire de jeu pour collectionneurs et amateurs d'histoire, mais ça peut être aussi un aire de jeu pour les plus petits. Voilà, pour la famille, pour les grands aussi. Ouais. Donc, Et ça, l'idée, je trouve qu'elle est absolument géniale. Donc, on va se promener, puis si vous le voulez bien, en milieu des mines, là, vous allez nous expliquer le concept. Voilà, donc on a plusieurs jeux. L'acrobranche, donc qu'on a mis un petit peu en hauteur. Donc ça, c'est un espace de jeu Et qui est collé au espace de jeu, musée. voilà. C'est-à-dire quand on a terminé de visiter le musée, on va dans l'espace de jeu. Et on a bien sûr intégré des pièces d'exposition, parce qu'on Ouais. a un avion, il y a le Goliath, il y a un Ah oui, moteur oui, il y a un avion qui est là, oui, tout à fait. en étoile, donc Ouais. on a quand même quelques pièces pour rappeler quand même le thème. D'accord. Après, on a fait une décoration qui tournait également autour des activités. Donc là, on a tir à la carabine. Donc on a représenté un Tir à la clocher. carabine, c'est de l'airsoft, non? Voilà, c'est du air comprimé à plomb. C'est de l'air comprimé à Un peu plomb? précis quand même. D'accord. Et Ouais. comme souvent les snipers étaient dans les tours, enfin le sommet des églises, donc c'est pour ça qu'on a un peu fait Ah oui, c'est formidable le ça. parallèle entre le tir à la carabine et Ah d'accord, et c'est l'église. formidable, oui, parce qu'effectivement, là, il y a le tunnel et on rentre dans les alvéoles qui sont là pour tirer. Pour tirer, voilà. Ah ouais, Pour tirer c'est à génial. plusieurs sur les cibles. Voilà. Ouais. Et alors, ça au-dessus, c'est... Donc après, c'est les parcours acrobranche, hein, donc il y a différentes difficultés, D'accord. donc, pour les tout petits jusqu'au plus grand. Donc, Ouais, avec une tyrolienne, donc pareil, on monte dans l'avion, ouais. on simule un saut en parachute. En fait, c'est la tyrolienne c'est le point de départ de la tyrolienne, C'est la pointe de départ de la tir. Oui, avec l'arrivée de l'autre côté. Ça, c'est des D'accord. choses simples que pourraient faire ces, Voilà, ces c'est- messieurs. Hein, donc c'est- Ah, c'est par là directement Voilà. C'est par là directement qu'on donc va, on qu'on va survole, sauter. un petit, comme il fallait de toute façon que ce soit une zone où il n'y ait pas de passage de personnes, puisqu'on est à risque de taper les pieds. Mhm. Donc on a fait une espèce de zone interdite, zone minée, sur D'accord. laquelle on a présenté, donc voilà, il y a une moto, un vélo, le Goliath. Donc on a profité pour faire quelques présentations d'engins. Ah oui, c'est formidable, le Goliath, oui, d'accord. Ouais, c'est une bonne idée de l'avoir mis là, effectivement, oui. Le Goliath, rappelons-le, c'est ce petit engin chenillé qui permettait de pouvoir amener des explosifs et pouvoir faire sauter les chars ennemis. Donc il y avait un joystick qui permettait de le bouger et un câble, un très long câble. Il y avait un modèle électrique et Voilà, un deux modèle modèles. thermique, ouais, et deux modèles. Et c'est des engins qui étaient destinés à exploser. Ah oui, effectivement, là on est sur les plages du débarquement après le 6 juin, là, quelque part. Pour les tout petits, donc une piscine à balles. Vous entendez, Didier, pour les tout petits, il y a une piscine à balles ici. Vous avez vu? Ouais. Et pour les plus grands, mais les petits aussi, donc les simulateurs de vol. Ah bah voilà, voilà, vous m'avez laissé 3 mois dans une vitrine, enfermé, hein? Ça vous a pas embêté? Vous êtes revenu par hasard parce que vous aviez oublié votre sandwich que vous vouliez récupérer, hein? J'ai failli étouffer, bah vous allez voir, un simulateur de vol, c'est tout à fait pour vous. Le musée MM Park, c'est pas qu'un musée, c'est aussi une aire de jeu. Une aire de jeu pour grands et une aire de jeu pour plus petits. Et c'est assez formidable de réussir à allier les deux. C'est une grande nouveauté dans le monde des musées. C'est pour ça que je me suis dit que c'était bien d'essayer une des attractions. Ayant été moi-même personnellement enfermé pendant 3 semaines dans une vitrine, il fallait bien quand même que quelqu'un prenne ma suite. Bien. J'ai trouvé que Didier était la personne idéale, le courage, la ténacité, le sens de l'honneur. Et donc je me suis dit que c'était la personne pour essayer ce simulateur et quelque part rendre hommage au musée MM Park et à l'effort qu'il faisait par rapport au public. C'est pourquoi je l'ai choisi. C'est un nouveau filtre là, mais il n'y a pas de pompe de gavage. Le filtre est plein. Voilà un véhicule exceptionnel. C'est un véhicule très rare de l'armée allemande, il en existe extrêmement peu dans le monde. C'est surtout un véhicule du début de la guerre. C'est un véhicule qui était assez coûteux à faire, c'est pour ça qu'on en trouve assez peu. Il est très intéressant parce qu'il a été trouvé en Afrique du Nord, si mes souvenirs sont bons. La reconstruction est de très belle facture.
Et comme on l'a souvent fait remarquer, il en existe assez peu d'exemplaires connus au monde. Comme tout véhicule qui n'a pas tourné depuis quelques mois, il faut que ça demande quelques petits contrôles. C'est un véhicule qui est très rare de la période largement avant-guerre, c'est-à-dire 36-38. C'est ce qu'on appelle à l'époque les Kübelwagen, c'est-à-dire des voitures simplifiées pour l'usage militaire, c'est-à-dire en général sans porte, ou alors avec des portes toiles. Ce ne sont pas des 4 roues motrices, mais uniquement des 2 roues motrices avec en général un pont arrière. Ça, c'est la version Mercedes. Et il y en avait également chez Audi. C'était des véhicules qui proportionnellement coûtaient relativement cher à l'armée allemande. Ils ont été développés au moment de la Reichswehr, c'est-à-dire avant et au début de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, et après, quand la Wehrmacht a été prévue pour être vraiment réarmée pour une armée moderne, ces véhicules-là n'ont participé en réalité qu'à la campagne de Pologne et la campagne de France. Ah, c'est un véhicule très rare. Des véhicules comme ça, il y en a, pour chaque marque, il y en a moins d'une douzaine qui ont survécu, restaurés. Il existe quelques épaves de droite et de gauche, mais ce sont des véhicules très très rares, bien sûr. Donc l'un des grands intérêts de ce musée, ils sont nombreux, c'est de présenter une collection d'armes qui est absolument incroyable. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est quand même le panel. Hein. Si on doit faire l'histoire par l'objet, malheureusement l'histoire de la guerre, elle passe aussi par l'arme. Dans cette vitrine-là, il y en a une qui m'interpelle plus que d'autres. C'est la MP40 double chargeur. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur MP40 double chargeur, c'est vrai que c'est une pièce rarissime. Malheureusement, c'est une qui est un peu moins, passer les années sans avoir de défauts, puisqu'elle est un petit peu marquée quand même. Hein. Les autres sont quand même assez jolies. Donc on l'a récupérée en Normandie. Hein, donc elle vient de Normandie en plus, celle-là. Des productions quand même en petite série, hein, donc, qui ont été testées. Donc, normalement, c'était fait pour le front de l'Est, hein, mais on ne la récupère pas en Normandie, je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce qu'elle est revenue du front de l'Est ou pas? On n'a pas l'historique exact. Il y en a eu en Normandie, oui, puisqu'on en a trouvé quelques-unes en Normandie. Je pense que... Et le système, donc, c'est qu'en définitive, ça puisse basculer, parce que bon, on va le rappeler la MP40, c'est l'arme mythique de la Deuxième Guerre mondiale du côté allemand, quoi. C'est une machine pistole 40. Et donc, normalement, il y a un seul chargeur. Et là, il y a 2 chargeurs, et il y a un système qui permet de basculer d'un chargeur à un autre. C'est une glissière, donc les Allemands, face aux pistolet mitrailleur russe PPSH avec des chargeurs Camembert de 50 cartouches se sont trouvés un petit peu légers avec leurs 32 cartouches. Donc on fait un système double, donc on fait 64 coups. Donc c'est effectivement le chargeur coulisse. Donc, chargeur coulisse directement. Mais est-ce que c'était une arme vraiment fiable ou Après oui, le système a été abandonné, donc je pense qu'il n'a pas forcément été 100% satisfaisant. Donc. Les armes dans les musées, c'est important de les montrer. Parce qu'il n'y a pas de guerre sans armes, malheureusement, et on a tendance un peu aujourd'hui à aseptiser le conflit. Donc le fait de montrer des armes, c'est de montrer la réalité du conflit. Ce n'est pas le tout de monter des uniformes ou des véhicules, mais il faut aussi montrer des armes. Sincèrement, vous bénéficiez d'un traitement de faveur comme personne. Hein, on aurait pu vous faire, mais si, on aurait pu vous faire le petit château en plastique là. Eh bien non, regardez pourtant, à l'intérieur il y a un dragon et à mon avis quand on appuie il y a de l'eau qui sort. Hein. Oui. On aurait pu uniquement vous mettre dans le sable. Eh bien non. Dans le champ de mine. Oui, mais sans mine. Eh bien non. Et qu'est-ce qu'on a choisi pour vous? Une jolie petite coque de noix. Regardez comme elle est belle. Regardez comme elle est brillante. Regardez comme c'est beau. Max Flight. On a un petit peu l'impression, comme ça, que le bourreau est en train de préparer le bio. Vous connaissez l'histoire de Marie Stuart? En plus, vous avez un camarade de jeu, c'est fantastique. Ouais. Ce que vous ne savez pas, c'est que monsieur est médecin légiste. Donc vous n'avez rien qui peut se balader, non? Non, pas lui, c'est tout. Donc, comme dans l'avion.
Non, c'est celle-là. D'abord ça. Ouais, c'est là qu'on a raison. Attention à la tête. Attention, Ah, ça c'est après, ok. c'est trop tard. Allez. Bon, c'est pas obligé de se couper trop non plus. Hein. Ah, nous sommes en pleine bataille du Pacifique. Didier Coste est rentré dans son 0 directement et il va combattre. Donc nous allons voir directement ce que ça va donner. Oh là là, attention, là ça commence. C'est le camion dépanneur standard de milieu de gamme de l'armée américaine, Ward La France. Le fabricant, c'est un des fondateurs de l'entreprise était français, et d'où le nom La France. Et c'est un des plus gros constructeurs de véhicules lourds américains avant-guerre. Alors, comme tout ce qui est américain, c'est relativement facile d'utilisation, mais bon, ça reste un dépanneur, donc ça demande un certain savoir-faire. Il y avait une formation déjà à l'époque, mais effectivement, ce sont des véhicules très efficaces et très solides surtout. C'est-à-dire qu'ils avaient une capacité théoriquement de traction ou de dépannage de 10 tonnes, mais il n'est pas rare de voir des photos d'époque où la charge est largement doublée. Alors, juste à côté, là, dans la vitrine qui est juste à côté, on va tomber sur une arme qui est quand même mythique de chez mythique pour les collectionneurs et puis pour tous les gens qui s'intéressent à la bataille de Normandie. C'est le FG-42, c'est-à-dire le fusil d'assaut des parachutistes allemands. Arrêtez-moi si je me trompe, il y en a eu 3000 de faits par série, je crois, dans les 2 séries. Voilà, on a la chance d'avoir quand même les 2 modèles, donc le premier modèle et le deuxième modèle. Donc ici, c'est le deuxième modèle qui est présenté. Donc, Crossbow, c'est ça. Voilà, physiquement, ils sont vraiment différents. Donc c'est vrai que ça fait partie des armes mythiques qu'on se doit d'avoir quand même en exposition. C'est l'arme mythique. Beaucoup de gens qui aiment les armes viennent voir spécialement cette arme. Ouais, c'est l'arme mythique qui a été fabriquée uniquement pour les para-allemands, utilisée par les para-allemands. En plus, formidable, quoi, parce qu'elle a sa lunette. Elle est complète, lunette plus baïonnette. Plus baïonnette, la baïonnette qui rentre d'ailleurs à l'intérieur. Hein. Et ce serait possible, au moins celle-là, de l'avoir en main, d'ouvrir une vitrine, ou c'est compliqué? Oui, on peut ouvrir la vitrine. L'intérêt de MM Park, c'est d'avoir une variété, un panel d'armes assez extraordinaire. C'est une arme où tout est spécifique, quoi. La baïonnette est spécifique, elle est plus courte que la baïonnette normale, qui ressemble d'ailleurs à la baïonnette du MAS 36, si mes souvenirs sont bons. Hein. Donc elle est plus courte, directement, elle est fichée au fond comme elle doit l'être, mais elle rentre normalement ici pour être cachée. Avoir un FG-42, qui est l'arme de combat des parachutistes allemands entre les mains, qui soit aussi complet qu'il l'est, c'était quand même une belle expérience. Donc une arme qui tire en semi-automatique. En semi-automatique, tout à fait. Donc, qui est très légère en plus. Une arme qui est compacte. Très très belle arme quand même. Facile à démonter. Belle conception. Vraiment tout est spécifique sur cette arme. Voilà, ça c'est sans doute de toutes les armes de la Deuxième Guerre mondiale. Là on va parler gros sous, on va parler cotation. C'est sans doute celle qui vaut le plus cher et celle qui est la plus recherchée au monde. C'est absolument évident. Les États-Unis en raffolent. Il n'y a pas un pays où cette arme ne soit pas véritablement recherchée. Il y en a eu, si mes souvenirs sont bons, 3000 de faits pour chaque type, ce qui fait à peu près 6000, ce qui est une production minuscule. Ça monte, on dirait une grosse cocotte minute, c'est absolument extraordinaire. Il a l'air pour l'instant rassuré. C'est formidable parce que quand on voit l'écran, on a l'impression qu'il ne bouge pas. Et il faut vraiment voir la machine qui est juste à côté pour voir à quel point ces espèces de hochements d'épaules font qu'ils sont renversés comme des salades dans tous les sens. Incroyable.
mais il a l'air quand même assez stoïque. On est fiers de lui, il a l'air très stoïque. Didier s'en est très très bien sorti. Bon, c'est vrai qu'on lui avait donné des somnifères, des choses comme ça avant d'aller à l'intérieur, mais bon, il s'en est parfaitement bien sorti. Il a été égal au courage qu'on lui a toujours trouvé. Bon, ben voilà, c'est très bien. Ça fait un peu... Ah, ça se coud dans tous les sens, hein, quand même. Hein. Ah, regardez-le, ce héros au sourire si doux. Hein, Oui. et le voilà. Il a survécu. Ah, ça se coud quand même. Hein. Et alors, quelle impression quand même? Ah, ça remue beaucoup quand même. Hein. Ouais. Vous assez ressentez vraiment les impressionnant. impressions qu'on peut avoir dans un Ah chasseur? oui. Et puis, vraiment Original. dans tous les sens. Dans Ouais. tous les sens. Alors là, on est sur un Opel Blitz. L'Opel Blitz, c'est le camion le plus produit pour l'armée allemande durant la guerre. Il y a de nombreuses marques qui ont produit, hein, non seulement allemandes, mais aussi étrangères. Et ici, on est sur une version plus rare. C'est une version 4 roues motrices, modèle 6700A, A pour Allrad, c'est-à-dire tout-terrain. C'est un 4 roues motrices qui est beaucoup plus performant sur les fronts où il y a énormément de boue ou de sable. Enfin, on parle surtout pour le front russe. Bon, bah c'est bon, allez viens, on va faire un tour. Alors le Blitz, c'est le véhicule par excellence de l'armée allemande. C'est un véhicule qu'on retrouve dans tous les documentaires. C'est la bête de somme de l'armée allemande, c'est-à-dire qu'il a transporté soldats, matériel, absolument tout. Et c'est un véhicule qui est vraiment très intéressant parce qu'on peut se projeter avec sur des manifestations historiques particulières. On peut le revoir dans beaucoup de films documentaires. Donc c'est un véhicule qui est pas le Nex Plus Ultra, mais c'est le véhicule qu'il faut avoir dans toute collection de véhicules militaires allemands de cette époque. Alors sur ce véhicule, on peut remarquer une chose, c'est qu'il n'y a pas la direction assistée. Ah non, c'est la direction où il faut insister. Ça. Mais c'était le quotidien de tout le monde à l'époque. Hein. C'est un petit tour presque 80 ans en arrière sur une mécanique d'époque et qui nous rappelle un petit peu les avancées de la technique moderne. La conduite d'un camion moderne n'a rien à voir. Tout est en fluidité, alors que là, on est vraiment dans le service minimum, on va dire. Alors, ce véhicule, il est, je dirais, à 60% d'origine seulement, parce que bien sûr, tout ce qui est cabine arrière a été modifié, puisque l'usage civil après-guerre a fait que les utilisateurs l'ont modifié pour leurs propres besoins. Je pense que celui-ci sortait d'un garage, donc il y a eu certainement à l'arrière monté une grosse dépanneuse et donc toute la caisse arrière a été reconstruite selon les plans d'époque, hein, on les trouve, hein, c'est relativement facile. Oh. Non, je suis là. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez pu découvrir tout ce que vous pouvez rêver de découvrir dans ce musée. De l'armement, des jeux, des véhicules, absolument tout. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le 3e épisode, qui sera également l'épisode qui marquera la vente des réserves de ce musée. Un événement exceptionnel en duplex entre Strasbourg et Caen. En tous les cas, jusqu'ici, prenez soin de vous, prenez grand soin de vous. Et pour ma part, je retourne dans ma vitrine. Merci, au revoir.